Bonjour à tous, bienvenue dans Faudra me passer sur la com, le podcast des warriors de la com. Nous sommes Sarah et Charles, c'est le tout premier épisode. On sort à l'instant de chez Josiane, dans le 11e à Paris, où nous avons eu le plaisir de rencontrer Laurent Alias. Sarah, peux-tu nous dire qui est Laurent ? Laurent Alias, c'est avant tout quelqu'un d'hyperactif qui fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est le fondateur des Chatons d'Or, un festival de talents et d'idées donc, qui monte et dont on parle de plus en plus d'année en année. C'est aussi le cofondateur de l'agence Josiane, donc il nous a parlé de son agence d'ailleurs et il nous a parlé de son associé Baptiste avec qui il a tout monté depuis le début. Il nous a parlé de plein de choses, de ses études, de ses passions, de sa vision d'une agence plus responsable. Le mieux, c'est peut-être de l'écouter d'ailleurs. Allez, on y va. Salut Laurent. Salut. Salut Laurent. On est super content que tu fasses ce podcast avec nous, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un dont on observe le parcours depuis un moment, un parcours qui est très 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 rempli, au point qu'on s'est demandé, une des premières questions qu'on s'est posées quand on a parlé de toi avec Charles, c'est si tu n'étais pas un peu hyperactif. Peut-être, oui, un peu. Il y a une citation que je vole à mon associé qui a qui manie les mots avec grande précision. Il dit vu que j'ai toujours 2 minutes de retard à tous mes rendez-vous, mais j'ai toujours 2 minutes de retard parce que je considère que d'aller d'un point A à un point B dans Paris, c'est 15-20 minutes parce que je suis en scooter. Mais des fois, c'est à Levallois. Donc, et il dit toujours Laurent Alias en avance sur son temps, en retard sur le reste. Et je trouve que ça correspond bien au personnage. C'est vrai que et je trouve que ça va passer vite. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? On te connaît pour les Chatons d'Or, on te connaît aussi pour Josiane. Exactement. Est-ce que nous parler un petit peu de tout ça ? C'est assez simple. Je suis un entrepreneur, on va dire, à la base. Pas du tout issu du milieu publicitaire. Donc, j'ai créé une première agence digitale que j'ai revendue il y a 4 ans. Et, qui s'appelait Cabaret. En voulant sortir de la case dans laquelle je m'étais moi-même enfermé, je voulais avoir une approche plus globale et essayer de réfléchir le plus globalement possible sur les choses, sur les marques, même sur la transformation de la société, tout ça. J'avais créé les Chatons d'Or, donc il y a 7 ans et demi maintenant. Et il y a 4 ans, j'avais peut-être un peu les fourmis dans les pieds, j'ai revendu ma première agence et on a créé avec Baptiste Thierry, Josiane, du prénom de sa maman. Hein. Ma maman à moi s'appelle Claire, donc l'agence Claire ça marchait moins bien. Josiane plus Claire, Josiane fois Claire, c'était pas terrible. Donc voilà, on s'est dit on s'appelait Josiane. Donc lui il s'occupe de la création et moi je m'occupe plutôt de la strat et du développement. Et puis ça se passe bien, voilà, heureuse. Quand on entend ton parcours comme ça, on a l'impression que tu as 45 ans. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge ? Oui, alors on ne demande pas l'âge à une dame. Hein. Josiane a 69 ans, moi j'en ai 33, bientôt 34. 33 et demi, je suis encore jeune, donc je compte les demi. Mais j'ai commencé dans la pub, j'avais 23-24 ans, et tout de suite j'ai créé en fait. Donc ça a été j'ai été obligé d'apprendre très vite, mais pas d'apprendre à l'école. Hein. Je suis diplômé d'une école d'ingénieur, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai dû être très vite dans le bain. Et on se rend compte que en fait c'est une introspection de tous les jours en fait. Parce que ma première boîte, j'ai mis 7 ans à arriver à je sais pas, ça devait être à 1 million ou 1,5 million de chiffre d'affaires. Et avec Josiane, on a mis 1 an à le faire, en fait. Donc, tu vois, tu te rends compte que c'est vraiment, finalement, ça dépend que de toi, en fait. Qui tu es, est-ce que tu as un peu dans les tripes, et où tu mets le niveau, en fait. Et après, c'est comment tu l'exécutes, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qui a changé, justement, en termes d'exécution entre ta première boîte et la seconde ? Tout a changé en fait. Tout a changé parce que ma première boîte, j'ai commencé, j'avais 24 ans. Ouais. Hein. Je l'avais pas vraiment créée en fait parce que j'avais rejoint 2 freelances qui étaient frères et sœurs, un qui faisait de l'audiovisuel et une autre qui faisait du digital, qui était DA. Et il manquait quelqu'un un peu pour structurer tout ça. Donc, j'avais pas eu l'acte de création initiale. Et c'est peut-être ça aussi qui me manquait. Parce que je pense qu'au fond de moi, en fait, je suis un créatif refoulé. Mais n'étant incapable d'avoir une idée, alors évidemment, je suis pas créatif, hein,
c'est mon associé qui a les idées, moi je ne fais que les vendre et dire si elles sont bien ou pas. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et à la rigueur, donner le cadre pour y arriver. Voilà, c'est ce qu'on appelle la strat. Et en fait, oui, j'avais pas l'acte initial de création. Et ça c'est un truc qui me manquait en fait. Et là, j'ai créé vraiment de mes mains avec Baptiste. Donc on est 2 à 4 mains. On a fait ça, Josiane, et et chaque jour on essaye de l'emmener quelque part. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que ça dépend que de nous, évidemment des clients, du contexte économique, de tout ça, mais ça ne dépend que de nous. Et encore une fois, d'où on met le niveau, quoi. Et là, tu parles d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a eu un déclic dans ta tête? Ouais, en fait, le déclic, il est souvent externe en fait, parce que soit tu réfléchis et tu as le temps de réfléchir, mais quand tu es entrepreneur, en fait, tu es un peu la tête dans le guidon, ce qui est un peu mon cas aujourd'hui. Et donc, tu n'as pas le temps de réfléchir, en fait. Et même, j'ai envie de dire, pas grand monde n'a vraiment le temps de réfléchir. Et en fait, souvent, c'est un paramètre extérieur qui vient impacter, influencer un peu la trajectoire que tu as. Et en l'occurrence, ce paramètre extérieur, c'est Baptiste. Il va me tuer si je le caractérise comme un paramètre extérieur. Mais voilà, c'est pas au fond de moi, je me suis dit, il faut que machin. Je commence à avoir des divergences avec mes associés de l'époque. Donc il y a, on va dire, 5 ans. Baptiste, les 2 dernières années de cette agence digitale ont gagné des pitch pubs, donc des pitchs globaux. Ouais. Et notamment Subway France. Subway France, qui était un gros truc quand même. On faisait 7 campagnes télé par an, de l'affichage, du digital et tout. Et c'est Baptiste, qui était en freelance, qui lui a fait 20 ans dans les grands réseaux. Donc lui, c'est un peu plus la voie de la sagesse. Lui, il a un peu plus il a une dizaine d'années de plus que moi. Donc il a un peu plus d'expérience que moi. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que j'ai dû me mettre à son niveau en fait, rapidement. J'y suis pas encore. Il est très 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 fort. Et en fait, il était en free pour nous, en création. On a gagné Subway France. On a gagné 2-3 sujets comme ça. Et en fait, on a voulu l'internaliser dans l'agence et se dire, on va un peu aller vers la pub. Et ça a duré 10 heures. Voilà. Au bout de 10 heures, il y avait 2 choix. Soit les 3 patrons de l'ancienne agence lui disaient on arrête, parce que c'était en fait 2 mondes qui ne se comprenaient pas, en fait, qui n'étaient pas... voilà. Tu ne transformes pas une Fiat 500 en Audi, vraiment. C'est très compliqué. Soit, deuxième option, c'est qu'on a pris, en fait, on s'est barrés tous les deux. Et on s'est barrés tous les deux, j'ai revendu mes parts et on a créé Josiane. Ça a pris quelques mois, bien sûr. Et c'est donc voilà, donc le paramètre extérieur, c'est Baptiste qui a foutu la merde, en fait. C'était super spontané, du coup, parce que tu savais que tu voulais déjà partir. Non, mais finalement, c'est un cheminement intellectuel. Ouais. Donc tu sens que en fait, tu commences à avoir des divergences, tu tires vers un endroit, tu tires d'un côté, de l'autre côté, ça tire de l'autre. Ouais. Eux, ils étaient plus sur de la prod, moi, je voulais. En fait, j'en reviens finalement à mes études. J'ai fait une école d'ingénieur. Donc, un ingénieur, je pense, s'il se lève le matin, c'est pour faire des ponts, faire voler des avions. Il y a ce côté un peu impact sur la société. Moi, ça me faisait chier de faire des ponts, des ailes d'avion. Mais je voulais quand même ce côté, cet impact sur la société, réfléchir aussi à la société, à ses transformations, à ses révolutions. Et je trouve que la com au sens large, parce que la pub, on dit que c'est cloisonné à la télé, à machin. Non, c'est bien plus global que ça. Les marques, j'ai envie de dire, elles sont au centre d'un échiquier, d'un système, j'avais même envie de dire, et qui est super intéressant. Ils ont une place qui est super intéressante en fait, à tel point qu'on se pose même la question évidemment du système global. Tu es obligé de prendre de la hauteur et de réfléchir au système global. Est-ce qu'il tient la route? Est-ce qu'il peut fonctionner? Les sujets environnementaux, tout ça. Donc on est touché évidemment par ça, et moi ça m'intéresse, et je me dis que c'est en étant un petit pion au sein d'un espace qui est la com, la pub, tout ça, et je suis rien, je suis juste un petit entrepreneur qui essaye de bouger et de faire un peu bouger les choses, mais au moins j'ai une vision d'ensemble, et ça c'est cool. Moi je me disais... Quand même, tu nous racontes tout ça, que tu veux bosser sur la strate de marque, que tu pars avec ton associé. Donc, super intéressant. Mais à ce moment-là, tu flippes pas un peu de quitter une agence qui marche, qui est sur les rails, pour une agence qui n'existe pas? C'est ça un entrepreneur, finalement. C'est toujours
une prise de risque, des moments, et ça a été quelques mois super compliqués. Ouais. Mais tout comme mes premiers mois, quand j'avais 24 ans, que je sortais d'école, j'ai eu j'ai dû avoir 4 mois de chômage. Après, j'étais au RSA. T'es au RSA pendant 1 an à te payer 400 balles par mois. Le RSA, quoi, hein, ça doit être ça le minimum, je crois. Je crois qu'au bout de 5 mois, j'avais une propale d'un ancien qui voulait me prendre à l'époque en stage pour être patron du développement d'une grosse agence de 200 personnes. Ouais, donc un super poste en plus. Ouais, je sais plus combien c'était, ça devait être 4 ou 5 000 balles par mois, et je lui ai dit non par SMS parce que c'était pas l'histoire que je voulais raconter. Et là, tu te dis, évidemment, tout le monde autour de toi te dit, mais t'es fou, vas-y, tout ça et tout. Mais non, parce que t'as envie de construire un truc, t'as envie de construire ton truc. Et moi, c'était la liberté dont j'avais besoin. Mais bon, sur cette première structure, j'en avais peut-être pas assez, en fait. Parce que j'avais, encore une fois, pas eu l'acte original de création. Et donc, ouais, j'ai repris un risque il y a 4 ans. Mais je regrette pas du tout, quoi. En quelques mois, ça... Alors, on a eu quand même... Je suis, d'une certaine façon, parti avec un client. C'était assez drôle, cette période transitoire. Donc, c'est juillet 2014. Et on part avec un client qui était un client que j'avais rentré sur l'ancienne structure, sur Camaret, qui était Stabilo, ce client. Campagne de rentrée. Okay. Et on fait la campagne et tout, très bien passé. Et le client, finalement, on s'est rendu compte qu'il leur fallait qu'une agence média parce que la créa venait de l'international. Et on avait fait une super campagne de rentrée avec une appli qui permettait de dessiner ses mouvements et tout. Ça avait vraiment, ça avait un peu cristallisé des choses au début de l'agence. Et en fait, on a perdu ce client assez vite. Donc on part, boum, un peu la queue entre les jambes. Ils ont eu un peu peur de voir que... Non, c'est même pas ça, c'est que leur besoin, c'était juste une agence média en France. Et la créa venait de l'Allemagne. Ouais. Et là, on avait réussi à rentrer dans un trou de souris, à sortir une créa, un truc qui rentrait dans la plateforme internationale et tout. Mais voilà. Et donc on se retrouve un peu, octobre... tous les deux dans le double salon de Baptiste avec une stagiaire qui est toujours là et qui est en CDI qui s'appelle Emma et puis à se dire à prendre une annonce presse à 2000 balles dans une start-up ou des trucs comme ça aujourd'hui c'est plus du tout et ce qui est drôle c'est quand on a rentré je crois que j'ai dû envoyer un email à plein de gens et il y a une personne qui nous répond, qui nous dit, c'était Wonderbox, et qui nous dit, ça tombe bien, ça fait 3 fois qu'on fait une compète d'agence, donc 3 fois 3 agences, 3-4 campagnes à chaque fois, tester, post-tester, machin, tout ça, il n'y en a pas une qui va et tout. Si ça vous dit, vous avez 2 jours pour répondre. Alors aujourd'hui, on ne fait plus tout ça, c'est pas bien, et on vous déconseille, annonceurs, de faire ça. Mais bien sûr, vu qu'on avait que ça à faire, on l'a fait. Et on est revenu sans slide avec une idée toute bête, 2 mains comme ça, dire stratégiquement il faut replacer sur l'offrande et tout, et boum, c'est devenu une campagne européenne et on rentre le truc comme ça à 2,5 quoi. et sans appel d'offres, du coup vous êtes tous seuls. Si, c'était le 3e ou 4e appel d'offres qu'ils faisaient, il y avait 50 000 agences autour de la table et nous on est venu sans slide et avec juste 2 mains comme ça et qui une créa très très simple qui a cartonné et qui nous a un peu lancé. Donc, et après ça, on a pris des locaux. On n'avait pas de locaux. Évidemment, là aujourd'hui, je peux le dire, j'ai aucun problème. On a dit on doit être 10. On avait dû mentir. Là, on doit être en déménagement, genre des trucs et tout. Et c'est un peu ça aussi la vie d'entrepreneur. C'est que là, c'était un peu un coup de bluff, quoi. Mais en fait, ils s'en foutaient parce qu'ils achetaient juste une créa. Et puis ça a bien marché. Après ça, on a pu prendre des bureaux. Donc, on a pris notre premier bureau à Beaubourg. Et puis dès qu'on a des bureaux, en fait, tout se cristallise parce que les bureaux, c'est ce qui fait que ton entreprise prend corps, en fait. Ce que tu racontes, ça me fait penser à une phrase anglaise que tout le monde connaît, c'est le « fake it until you make it ». Donc quelque chose comme ça. Donc ça me fait penser au bluff dont tu parlais. Est-ce que tu penses que pour être entrepreneur, faut un petit peu faire semblant ou... Non, parce que je pense qu'il y a toujours... Là, en l'occurrence, le bluff, il était juste sur eux. Quand ils ont dû nous demander combien on était, on a dû un peu... mais dire qu'on était un peu plus que ce qu'on était parce que voilà. Mais encore une fois, ils s'en foutaient parce qu'ils voulaient juste une créa. Ils n'arrivaient pas à craquer le truc, à craquer la marque et on l'a fait assez simplement et efficacement.
ans. Et maintenant, je pense qu'il faut... Bon, c'est un peu bullshit ce que je vais dire, mais tu dois construire un truc qui... ça se sent en fait quand c'est faux. C'est comme une campagne en fait. Quand elle est fake, quand elle est faite, quand elle pue le marketing en fait, quand elle pue le marketing, quand elle pue l'étude et qu'il n'y a que de ça en fait, bah ça sent que c'est faux. Hein. Donc c'est tout ce qu'on essaye de dire à nos marques. Nous on doit aussi se l'appliquer. Donc on s'appelle Josiane, il y a un vrai sens là-dedans. Josiane, c'est la maman de Baptiste en fait. Donc on s'est construit sur une vérité. La maman, c'est celle qui te prend par la main et qui va t'emmener, qui va te faire grandir. Et puis toi, Pierre, il va t'emmener par là parce que tu es plus fait pour faire du piano. Et puis toi, tu es plus fait pour faire du foot. Et puis voilà, donc finalement, je trouve que l'allégorie de notre métier, l'allégorie de la maman pour notre métier, c'est peut-être la plus belle des allégories. Alors... Tu vas me dire, c'est deux papas. Bah oui, parce que Josiane est très moderne. Josiane est très moderne. Mais voilà, je trouve que voilà, donc il y a une part de vérité. Et puis Josiane, elle est toujours là. Elle habite en Picardie, dans sa petite maison avec Alain. Il y a il y a une vraie part d'authenticité. Et la vraie authenticité, c'est pas juste une slide où on se dit on va être authentique. Non. Et puis c'est pareil dans nos recos et dans nos relations avec les annonceurs. C'est parler vrai, quoi. Quand il y a une idée de merde ou quand il y a un truc qui est de la merde, et ben on le dit en fait. Et c'est notre métier de le dire en fait. On a un métier de conviction et je réponds à la question en fait que vous avez posée. Qu'est-ce qui a changé entre ma première boîte et celle d'aujourd'hui? C'est que j'ai eu des convictions. J'ai des convictions aujourd'hui. Avant, je ne faisais que vendre ce que j'avais dans le catalogue. Voilà. Aujourd'hui, on prend un problème et on le résout, quoi. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle a dit, la vraie Josiane, quand vous lui avez dit que vous allez donner son nom à une agence de pub? Ouais, je pense que ça l'a fait rire. Il a fallu plus travailler sur ma mère qui a dit mais pourquoi c'est pas moi, tout ça et tout. C'est toujours une histoire d'ego, hein, vous savez. Non, c'est moi l'idée. Mais non, c'est à qui est l'idée. Donc là, non, à vrai dire, on utilise beaucoup ma mère pour les autopromos de l'agence. Alors on en fait moins parce qu'on n'a plus le temps. C'est mais toutes les portraits un peu partout. Ouais. Alors dans l'agence, il y a des portraits de nos mamans un peu partout. Il y a Catherine, il y a Josiane, il y a Claire, il y a un peu partout des mamans. Mais quand on fait des autopromos, tous nos vœux, tous ces trucs-là et tout, c'est une blonde, donc je la reconnais bien. Quand on avait déménagé à Beaubourg, c'était elle aussi, parce qu'elle est sur Paris et qu'elle est plus accessible, alors que Josiane est en Picardie et que voilà. Et à l'époque, on n'avait pas de sous, donc les frais logistiques, on pouvait pas. Tu disais tout à l'heure que en fait tu viens pas de la pub selon toi, mais j'ai l'impression que tu as commencé ta carrière en fait dans la pub. Est-ce qu'on peut dire quand même que t'es né dedans? Non, pas du tout, parce que en fait, si je repars de plus loin, il s'est passé quoi en fait? En primaire, au collège, au lycée, j'étais bon à l'école. Plus en seconde première, parce que seconde première, je commençais à me rendre compte qu'il y avait des filles et donc je commençais à tourner autour et tout. Et donc, il y avait mieux que l'école, quoi. Voilà, il y avait mieux que l'école et tout. Les maths, la physique, tout ça, ça commençait à me faire chier. Donc on va dire que ça me turlupinait pas mal ces histoires de filles et tout ça. Donc là, on va dire les notes ont complètement droppé. Mais en fait, dès que j'ai su, en milieu de la première, pareil, une rencontre, j'ai su que je voulais faire ingénieur, voilà. Okay. Parce que j'étais bon en maths, bon en physique, on va dire, on m'a dit, ça devait être la CEP de l'école qui m'a dit, tu vas faire maths sup, maths spé, parce que c'est la voie royale. Tu as su ou ils ont su à ta place? En fait, c'est exactement ça, ils ont su et parce que j'avais pas, et c'est un peu ce que je reproche à l'éducation, qu'elle soit l'éducation avec un grand E, l'école, mais même aussi peut-être même des parents, parce que je pense qu'on a une école qui n'est pas assez professionnalisante. J'ai entendu parler pour la première fois d'entrepreneuriat à 23 ans. J'ai entendu parler la première fois de tout ce qu'on peut faire au-delà des maths, de la physique ou des trucs un peu pour faire le tri dans les bons et les moins bons à 20 ans, 22 ans, 23 ans. Donc finalement, on t'apprend pas à apprendre, tu ne fais qu'apprendre et on t'apprend pas à essayer d'avoir une conscience et de dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment en fait. Ouais. Et après, donc maths sup, maths spé. Donc maths physique, quoi, hein, c'est bête, méchant, quoi. Mais il y a quand même eu un côté comprendre le monde finalement.
C'est pour ça que j'adorais la physique, parce que comprendre le monde, pourquoi un avion vole, quoi. C'est aussi, c'est super intéressant. Je rentre au concours, je rentre à l'école centrale, donc bon, plutôt une bonne école. Mais pareil, les cours, ça me faisait chier. Et en fait, je me suis rendu compte sur les dernières années que c'était plutôt les sciences humaines qui m'intéressaient, alors que, 5 ans auparavant, en philo, j'étais nul, en français, j'étais pas terrible, hein. Mais c'est juste parce qu'on me l'avait pas appris de la bonne façon, quoi. Ouais. Moi, je sais pas toi, mais moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est peut-être le problème des bons élèves, on va dire, entre guillemets. Quand t'es bon, on va tout le temps te dire, en tout cas à notre époque, parce qu'on a environ le même âge, va faire des maths. Moi, c'était soit ingé ou soit docteur. Et c'est comme s'il n'existait pas d'autres métiers à côté. Et je m'intéressais à d'autres choses. Et pour moi, c'était des choses qui n'étaient reliées à aucun métier. En tout cas, on ne me disait pas que je pouvais faire quelque chose du fait d'être intéressée à la littérature ou à la philo. Ou je ne savais même pas que la sociologie, c'était une matière à étudier. C'est ça. Bah, en fait, je pense qu'on a... Et tu vois, ça revient sur la table aujourd'hui. La com, tous ces métiers-là, qui sont des métiers de, j'ai envie de dire, sciences molles. Hein, c'est sciences molles. On a tous ces a priori, c'est bouché, voilà, il y a pas de taf, ça paye mal. Ça, c'est pas faux quand t'es jeune. Appelons un chat un chat, hein. Mais je pense qu'il y a du taf si t'es bon. Voilà. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'écoles, il y a un flux de nouveaux entrants qui arrivent versus un marché qui est un peu tiraillé. Donc, ce qui fait que c'est pas simple de trouver du taf, mais si t'es bon, tu y arriveras. Et voilà, maintenant, je pense qu'on a un souci aujourd'hui, c'est même pas un souci, il y a un truc, on est au cœur de plein de trucs, de plein de sujets sociétaux, j'ai même envie de dire politiques des fois, hein. On pourra y revenir. On est au cœur de sujets sociétaux qui devraient intéresser beaucoup plus de talents, en fait. Vraiment. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va plus dans les grands cabinets de conseil. À un moment, c'était la finance. Moi, à mon époque, c'était la finance. Voilà, les ingénieurs, ils étaient traders. Voilà. Alors que non, on fait un métier qui est passionnant, en fait. C'est passionnant. C'est passionnant si on y met de l'âme, si on aime ce qu'on fait et qu'on n'a pas envie, si on ne le fait pas juste pour du fric, parce que oui, bah évidemment on a envie de gagner de l'argent, mais en fait c'est un métier de passion et de conviction. Et je l'ai eu très tard, c'est vrai, je l'ai eu à 23, 24 ans. J'avais réussi à faire un stage chez Dior, dans mon premier stage en tant qu'ingénieur, je l'avais fait chez Dior. Après je suis parti 1 an à l'étranger chez Schlumberger dans le pétrole, en Norvège, en Angleterre, donc ça m'a ouvert les chakras, on va dire. Et là, j'étais prédestiné pour faire mes 40 ans chez Total, voilà, comme tout bon ingénieur centralien sur la plateforme qui gagne bien sa vie. Et, voilà. Et là, et ce qui était drôle, je raconte souvent cette histoire, c'est que j'avais mon stage de fin d'études, je l'avais en CDI. On a payé 50 000 bruts dans une boîte qui s'appelait Acergy, qui faisait de la maintenance de moteurs dans le pétrole. Voilà. Et donc, voilà, on devait être janvier 2009, j'avais mon stage en CDI. Donc j'étais le seul de l'école à avoir, j'allais être payé, avoir un vrai salaire et voyager partout dans le monde. Super classe. Alors là, évidemment, t'achètes la voiture avec la moumoute, t'as même pas, tu payes les coûts à tout le monde. Et évidemment, 15 jours après, t'es en plein cœur de la crise, t'as le coup de fil où tu te dis, en fait, le mec il te dit, non, en fait, on coupe tous les recrutements, toi inclus. Donc en fait, t'as plus rien, t'as plus de stage et puis t'as plus de voiture avec moumoute. Et donc c'est là que je me suis remis en question. Et en fait, les claques dans la gueule, c'est les meilleurs moments pour se remettre en question et repartir de plus belle, quoi. Et c'est là que je suis arrivé stage dans une agence de pub spécialisée dans le luxe. Et puis voilà, j'avais mis le pied dedans et ça suffisait. Il y a un sujet qui m'intéresse sur toi et dont tu n'as pas trop parlé, j'ai l'impression. Je crois qu'on peut dire que tu es un homme de réseau, dans le sens où tu as créé un cercle de jeunes entrepreneurs quand tu étais plus jeune. Maintenant, il y a les chatons d'or. Qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu à créer ces cercles, à réunir ces gens-là ? Alors, justement, c'était parfaitement chronologique. Je finis mon stage dans cette agence de pub luxe.
qui a regretté de ne pas me prendre en CDI parce que je crois qu'un an et demi après, quelques années après, ils avaient planté, ils avaient eu quelques difficultés financières alors qu'ils étaient 50 à Paris, donc c'était quand même une belle agence. Et 2-3 ans après, on était plus nombreux qu'eux avec ma première boîte. Et donc c'était assez drôle parce qu'ils avaient un peu regretté, je pense. Et en fait, donc je sors de ce stage et pareil, là, j'avais pas de réseau, je connaissais personne finalement. Et t'es un gamin en fait, t'es un gamin de 24 ans. Comme beaucoup aujourd'hui, ils arrivent dans ce milieu-là et ils se disent ok, qu'est-ce que je fais pour me faire connaître quoi. En plus, t'as fait école d'ingé, donc t'as pas fait des tonnes de stages dans la pub avant. J'en avais fait un quoi, j'ai fait 6 mois quoi. Et puis mon école, je vais pas prendre l'annuaire des anciens pour aller chercher les DIRCOM ou les patrons d'agence. J'en ai retrouvé un qui avait créé une agence. C'est tout quoi. Il y en a très très peu. À la rigueur, t'as des grands patrons, mais bon, le petit gamin de 24 ans, ils s'en foutent. Donc là, moi, la seule conviction que j'avais, c'était de créer une boîte. Hein, c'était ce que j'avais un peu dans les tripes. Et donc, on s'est dit avec un pote qui a beaucoup influé c'est cette période de ma vie, qui est mon meilleur ami aujourd'hui, qui s'appelle Richard, qui est aussi un entrepreneur. Et on s'est dit, on va créer il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, rappelez-vous, il y a 10 ans, il n'y avait rien autour des entrepreneurs. Ouais. Aujourd'hui, ça foisonne, la French Tech, tous ces trucs-là et tout. On était peut-être un peu aussi en avance sur notre temps. On a créé un club d'entrepreneurs qui s'appelait le CJE, le Cercle des Jeunes Entrepreneurs. Quelques années après, c'est devenu le Cercle des Jeunes Entreprises parce qu'on voulait cibler les plus grosses boîtes et tout. Voilà, toujours cette volonté de monter, on va dire, la chaîne de valeur. Et on a créé ce réseau de jeunes entrepreneurs, start-up, du numérique et d'ailleurs. Et on a dû faire une 50aine d'événements, entre 80 et 800 personnes. Alors maintenant, c'est beaucoup moins actif, je m'en occupe plus et c'est beaucoup moins actif parce que je suis un peu passé à autre chose. Et ça a été un peu la même démarche que j'ai eue avec les Chatons d'Or finalement. Ouais, et ce qui est drôle, c'est qu'au sein du CJE, j'ai rencontré mes premiers associés. Ouais. Qui m'a permis, c'était ma première marche quoi. Je me suis créé mon propre premier tremplin. Et ensuite les Chatons d'Or, c'était je m'étais créé mon deuxième tremplin pour m'extirper uniquement de la case digitale pour être plus global. Alors évidemment aujourd'hui je fais beaucoup de digital, mais parce qu'on est une agence de pub, mais une agence d'idées je préfère. Mais c'était intéressant de voir que finalement à 2 moments clés de ma vie, j'ai eu la démarche de créer un truc qui me permettra d'avoir autre chose derrière en fait. Et Chatons d'Or existe toujours depuis 8 ans. Et sur le coup, c'est pas réfléchi, tu dis, c'est pas calculé. En fait, sur le coup, c'est un peu réfléchi évidemment parce que tu te dis ok, t'as 24 ans, faut devenir crédible. Si tu parles à des décideurs qui ont 40 ou 50 ans, donc faut être crédible. T'as à peine le poil sur le menton que faut que les mecs ils t'écoutent. Bon, donc crédibilité. Aussi une part de visibilité, c'est-à-dire que pendant 4-5 ans, alors maintenant beaucoup moins parce que passé les 30 ans, j'intéresse plus les journalistes, je suis trop vieux, j'ai pris un peu de bedaine, tout ça et tout, mais j'étais pas mal dans les médias, sur les jeunes entrepreneurs, sur tout ça et tout. Maintenant il y a beaucoup compris cette place-là, mais c'était intéressant pour moi, ça m'a permis de faire pas mal de médias et tout, et puis raconter quelque chose. Maintenant, c'est assez drôle parce que j'ai créé les Chatons d'Or il y a 7 ans pour arriver à vraiment mettre un pied dans la pub et pas uniquement dans le digital. Ouais. Ça, on va dire qu'avec Josiane, depuis 4 ans, on commence un peu à tirer ce fil-là et je pense qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. On pourra y revenir, et là, c'est assez drôle parce qu'il y a un sujet à l'agence qui est rentré il y a 6 mois, je pourrais pas dire ce que c'est, qui est un sujet, on va dire, assez politique. Politique entre guillemets, qui finalement nous a un peu tous nous fait poser les bonnes questions. On fait quoi ici ? On fait quoi ? Et donc prendre de la hauteur sur notre métier qui va bien au-delà de faire vendre finalement. Il y a un impact sociétal à ce qu'on fait qui est important. Et je pense qu'on a besoin, et on le fait au sein de chacun de nous, mais il y a peut-être besoin de le montrer à l'extérieur sur finalement c'est quoi cet impact sociétal, et essayer d'anticiper un peu des choses, essayer de réfléchir à ce qu'on fait vraiment profondément en fait, structurellement. Et ça c'est peut-être la prochaine étape. Vous avez trouvé une réponse à cette question ?
Non, c'est une réponse c'est une question c'est sans fin en fait. Mais au moins se dire, ok, on est bien au-delà. Ce qu'on fait, c'est pour ça que dès le début, quand on a créé Josiane, on s'est dit avec Baptiste, on veut pas être je crois que c'est les 3 premières lignes de notre site internet, ni une agence de publicité, ni une agence digitale, ni une agence intégrée, une agence d'idées en fait. On est juste une agence d'idées parce qu'on ne voulait pas s'enfermer dans une case. Et finalement, elle doit évoluer, elle doit se remettre en question tout le temps pour essayer de s'adapter finalement à cette société qui bouge tout le temps. Et aux marques qui doivent essayer de s'inscrire à l'intérieur de cette société. Parce que c'est ça notre métier, c'est inscrire les marques dans la société. Et en fait, on est tous un peu la tête dans le guidon, et je pense que les annonceurs aussi. Et je pense que c'est exactement ce que je vous disais quand vous êtes arrivé. Je sortais d'une conf call avec un client qui, c'est là que c'est vraiment le plus excitant dans notre métier. On vient nous chercher pour une campagne, et en fait, notre input, excusez-moi avec les anglicismes, mais notre apport, on va dire, il va bien au-delà d'une campagne. Il est structurel dans la transformation de l'entreprise ou de l'organisation. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a passé une demi-heure, 3/4 d'heure à apporter, à s'appuyer sur une vérité liée à cette organisation que je ne peux pas citer. Et on leur a dit, il faut que vous changiez vraiment votre façon de faire votre métier en fait. Et là, en fait, c'est plus seulement juste mettre une enveloppe autour d'une marque ou d'un produit ou d'un service. C'est ajouter des marques, ajouter des services, ajouter des produits ou voire les transformer en fait. Et là, c'est excitant en fait. Là, l'ingénieur que je suis, il exalte parce que tu as cet impact qui est au-delà de l'impact publicitaire ou l'impact d'une campagne ou l'impact auprès du consommateur. Ça, non, il est structurel au business, voire même demain à la société. C'est ça qui est. Alors, on est tout petit, on n'est rien. Mais ce petit impact, il est excitant en fait. C'est ça qui est. Est-ce que cette volonté de changer le monde, est-ce que tu demandes ça quand tu recrutes par exemple tes employés? Est-ce que c'est une valeur qui vraiment t'intéresse chez eux? Non, parce que entendons-nous bien, hein, on ne nous appelle pas tous les jours pour changer le monde. Attendez, je dois juste replacer Mitterrand. En fait, Qui est Mitterrand? Oui, on explique un petit peu qui est Mitterrand parce qu'on est 4 en fait dans cette pièce. Ouais. Attends, je vais le prendre. Hop, ici. Mitterrand, c'est le chien. Hop, voilà, j'ai dû le replacer. Mascotte. C'est la mascotte. Mitterrand, en fait, j'ai 2 animaux. Ouais. J'ai Mitterrand et Pompidou. Mitterrand, c'est mon chien et Pompidou, c'est mon chat. Et vu que là, il est à bouger de sa chaise, il fait du bruit et après, je me fais engueuler parce que ça fait du bruit dans le micro. C'était quoi la question déjà? J'ai oublié. Oui, par rapport à tes. Au recrutement. Non, mais attendons-nous bien. Là, on est entre nous. Je vous partage évidemment des réflexions que j'ai au fond de moi, qu'on a évidemment entre nous. Mais il n'y a pas tous les 4 matins un brief qui dit on va changer le monde. Et même, on n'a pas du tout cette prétention-là. Ouais. Si on peut juste essayer de transformer certaines choses qui se sont peut-être pas faites comme il fallait jusqu'à présent, essayer de les faire mieux, ça sera bien. Déjà, on aura fait quelque chose de bien. Maintenant, évidemment qu'on veut recruter des gens qui ont conscience. Je pense que c'est une question de conscience du monde qui les entoure. Parce que sinon, on recrute des gens qui pointent à l'usine et puis qui font ce qu'on leur demande de faire. On fait un métier d'éveil. On doit éveiller à la fois nos annonceurs, nos clients, et puis essayer un peu de tirer le niveau vers le haut parce que, faut l'avouer, quoi. Ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit... c'est pas toujours... il y a encore de la réclame avec des agents anti-détergents, je sais pas quoi, machin. Bon, donc, et c'est ce que demandent les publics, ce que demande le consommateur. Il veut qu'on lui raconte une histoire, il veut vivre une émotion, il veut vivre quelque chose. On le voit, même les campagnes les plus efficaces, c'est les campagnes qui ne font pas que dire qu'elles laissent réparer, qu'elles laissent remplacer, quoi. Elles font vivre une émotion, elles apportent quelque chose sur l'échiquier, en fait. Et c'est ça notre métier, c'est révélateur d'une forme de vérité, aller révéler un petit bout de quelque chose qu'on n'avait pas ressenti jusqu'à présent. Voilà, c'est apporter quelque chose. C'est ça qui est cool en fait.
Quand on voit ton parcours, donc déjà tu commences ingénieur, tu fais une première agence, tu fondes une deuxième agence qui est une vraie agence publicitaire. Aujourd'hui, tu nous parles de la société dans sa globalité. On a du mal avec Charles, enfin en tout cas quand on a parlé de toi ensemble, on avait du mal à t'imaginer publicitaire jusqu'à, je sais pas, 50, 60 ans. On t'imagine encore bouger. Toi, comment tu te vois ? Alors, question, est-ce que je serais... Est-ce que tu seras comme Séguéla, comme quoi. Jacques Séguéla. Vous savez que j'ai fait une interview croisée avec lui il n'y a pas très longtemps, et la dernière question qu'Isabelle Musnick, c'était pour Influencia, Isabelle Musnick, que j'adore, a posée, c'était: est-ce que le salut deviendra de la jeunesse ? Et j'ai répondu: vous savez, je suis plus si jeune, on l'a vu tout à l'heure par rapport aux journalistes qui passaient 30 ans. Voilà, donc, vous savez, je suis plus si jeune, et puis Jacques n'est plus si vieux. Jacques est au-delà, il est au-delà de ça. Alors, Jacques est très fort aussi, il arrive toujours à marketer le truc et à mettre la bonne catchphrase sur tout ce qu'il fait. Il a dit qu'il serait le plus vieux publicitaire en activité, tout ça. Moi, j'aime la pub. J'aime la pub parce que, encore une fois, elle a ce lien avec les gens. Mais j'aime la pub qui n'est pas dans sa tour d'ivoire. On s'appelle Josiane, quoi. Voilà, on n'est pas dans la tour d'ivoire, les Parisiens, bobo, machin, je sais pas quoi. Non, on essaye. Alors oui, des fois, je le suis, même la façon dont je parle, dont je m'habille, et puis d'avoir un chien qui s'appelle Mitterrand. Bah oui, je suis un bobo parisien, évidemment. Mais j'essaye d'avoir un... je viens d'Orléans, d'un village de 400 habitants, et je l'assume, et il faut, et c'est ça en fait la vraie vie en fait. C'est pas que les Parisiens dans leur truc. C'était quoi la question déjà ? J'ai oublié. Alors la question, même moi j'avoue que j'ai J'ai oublié la question. Où on est parti On était sur quoi ? T'imagines juste pas publicitaire. Ah oui, là, c'est voilà. Mais non. Alors, est-ce que je ferai un autre truc ? On a fait tellement de chemin depuis cette question. Ah putain, Tu nous emmènes très très loin. Je pense que non, j'aime beaucoup ça. Mais tout comme j'ai pu créer les Chatons d'Or il y a 7 ans, Ouais. je créerais peut-être autre chose. Et à vrai dire, là, les Chatons d'Or, tu vois, ça fait 7 ans, donc je sais pas que je m'en éloigne, je veux lâcher le bébé, c'est pas ça, mais voilà, il y a une forme de transmission à avoir sur ce sujet. Déjà, je suis plus trop un chaton. Voilà. Je suis plus un vieux con maintenant. Voilà, j'arrive dans la case vieux con. De chaton à vieux con, encore un bon titre de livre. Donc non, je pense que j'aime trop ce métier parce qu'il y a une pluralité des sujets. Il y a ce que j'ai dit juste avant sur l'impact, la société, tout ça et tout qui est intéressant. Mais je pense qu'en parallèle, on créera d'autres choses. Alors, est-ce que ça sera un média ? Est-ce que ça sera... Certains ont un restaurant. Ouais, un restaurant pour le goût des vraies choses, tout ça. Après, faut pas oublier, c'est un métier restaurateur, c'est pas le mien. Maintenant, je sais pas, je verrai. Mais je pense que oui, je ferai autre chose qui justement, et c'est un peu la réflexion à laquelle je sais, peut-être qu'il y a un side project qui va arriver un jour. Ça sera peut-être un média, ça sera peut-être écrire des livres, ça sera peut-être devenir artiste parce que je suis un créatif refoulé et que en fait, alors je suis incapable de peindre, incapable de dessiner, incapable de prendre des photos, quoi que j'essaye, mais bon, c'est pas terrible, incapable de finalement, donc ça sera peut-être autre chose, je sais pas, mais quelque chose qui va compenser un manque finalement, parce que c'est ça, on fait que compenser des manques ou des frustrations. Donc peut-être que je ferai autre chose, on verra. Mais d'ailleurs, quels sont tes hobbies ? Est-ce que t'as pas un hobby que tu pourrais justement développer sur Alors, je suis assez sportif. Ouais. Vous pouvez voir ce corps de rêve. Je dis ça, je fais 7 kilos de plus il y a un an. Donc assez sportif, pas mal de foot, je cours, je fais du vélo, j'ai fait du triathlon à plutôt bon niveau jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et puis tous les ans, j'ai mon petit craquage. L'année dernière, j'ai eu un petit changement de vie, on va dire perso. Et j'étais parti comme ça m'avait pris. J'ai eu l'idée le samedi. Je suis parti le mardi. Je suis parti avec mon vélo et j'ai traversé les Alpes tout seul. Ça s'appelle la route des Grandes Alpes. Je suis parti d'Annecy jusqu'à Antibes, donc ça doit faire 700 bornes, en passant par tous les cols, la plupart des grands cols des Alpes.
Donc c'était et je suis parti tout seul en fait, sans entraînement. Bon, j'avais du fond il y a 10 ans, mais et c'était un peu une forme d'introspection. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le genre de craquage. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça tous les ans. Donc là, cette année, c'était beaucoup plus simple. C'était le Tour de Corse, en vélo aussi. Et... Déjà pas mal, hein. Perso, je fais pas le Tour de Corse à vélo. Ouais, ça monte un peu, mais beaucoup moins que les Alpes où tu te fais 4000 mètres de dénivelé dans la journée. C'était vraiment très dur. Bon, Tour de Corse, en fait, tu fais la fête tous les soirs, quoi. Voilà, vous connaissez la Corse. Et je me suis dit que tous les ans, je ferais un peu une sorte d'itinérance comme ça. Et en fait, l'idée sur toute ma vie, c'est de faire un peu un tour d'Europe. Je sais pas si je tiendrai le truc, mais c'est un peu l'idée. Voilà. Et après, sinon, moi, mes week-ends, c'est dans ma cabane. J'ai une sorte de cabane dans la forêt, en forêt de Chevreuse, vers Rambouillet, qui est un coin paumé au plein milieu de la forêt. Et j'ai une sorte de... Wow, c'est une cabane, je dis ça, c'est plutôt un chalet. Et c'est un peu mon... Vous l'avez dit au tout début, oui, je suis assez actif dans la semaine. Ce qui fait que le week-end, j'ai un besoin de recharger les batteries, de plus rien faire, prendre un livre. Tu fais rien du tout. Est-ce que le téléphone est en mode avion? Peut-être pas quand même, parce que ça, j'ai du mal. Ouais. Là, déjà, je me sens mal parce que C'est depuis déjà 49 minutes, 49 minutes. ouais, il est en mode avion, donc j'ai dû louper une quinzaine d'appels, de mails et de SMS. Ça fait du bien, non? Ouais, ça fait du bien. Tu vas perdre beaucoup d'argent avec ça. Ouais, On est je désolé. sais pas combien d'argent j'ai perdu, mais bon, évidemment, je vous enverrai ma facture à la fin. Non, mais ouais, le week-end, j'ai ce besoin-là justement de me reconnecter à la nature. Et donc, ça rentre aussi dans cette démarche-là qui est très introspective, hein, évidemment. Et c'est dans ces moments-là que tu te remets aussi en question et que pas que tu crées, mais que tu as des idées, que tu te dis, OK, où est-ce que je veux aller, tout ça. Voilà, donc ça me fait beaucoup de bien. Et puis, il faut juste prendre un livre, quoi, et rien foutre, quoi. C'est un peu les deux facettes de Laurent Alias. C'est ça, ouais. Ça me fait penser à une blague que tu nous racontais en fait en tout début d'interview en off. C'était quoi déjà? C'était oui, j'étais schizophrène, mais aujourd'hui nous allons beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Une question sur les chatons d'or. Ça fait 7 ans que tu fais les chatons d'or. Je crois que ça a beaucoup évolué. Oui. Il me semble que c'est parti de la pub. Et maintenant, vous parlez de nouvelle économie créative. Oui, tu me parler c'est de ça? pompeux comme mot, ça. Ouais. Alors, initialement, les chatons d'or, c'est quoi? C'est se dire, alors on était à 4 jours des Cannes Lions il y a 7 ans. J'étais juste un tout petit con aujourd'hui, je suis un petit con. À l'époque, j'étais un très petit con. Ouais. Oui, alors avec l'envie de se dire, ok, j'ai envie de mettre un pied dans ce monde qui est assez fermé quand même, faut le dire, la pub, hein, c'est quand même un monde assez fermé. J'avais pas encore mis le pied dedans, donc j'ai trouvé finalement ce truc avec un de mes amis qui s'appelle Maxime Werner. On était jeudi soir, on se dit bon tiens, ça serait bien de faire un peu une antichambre de Cannes, un truc ouvert à tous, gratuit. Voilà, il y a finalement à Cannes tous les mois de juin, il y a que les patrons d'agence et directeurs de création qui descendent. Mais c'est pas que ça, hein, la pub, ça c'est 1% finalement. Ça c'est un entre-soi un peu. C'est ça, ouais. Alors un entre-soi où il y a quand même 17 000 personnes, et surtout on n'a jamais critiqué Cannes, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça se passe en France, c'est un vrai moment où on met la créativité en avant, donc ça c'est quelque chose qui tire notre métier vers le haut, qui nous ouvre à l'international. Ouais, c'est important et c'est bien que ça se passe en France. Maintenant, on s'est dit, il manque quelque chose, quoi. On parle aux 1%, il n'y a que les 1% qui peuvent y aller, il manque les 99 autres pourcents. Hein. Donc, on s'est dit, on crée un truc complètement ouvert à tous, qui est gratuit, et voilà, et c'est comme ça que sont nés les chatons d'or. Le lendemain, on était dans le bureau de Jack, encore lui, Jack Seguela. Voilà, j'étais avec mon iPhone et j'ai dit bah voilà, on va créer les chatons d'or, et puis il nous a pitché le truc, il a tout compris. C'était avec ses verbatim à lui, et on a lancé ça le mardi d'après, donc lancé à l'arrache en 4 jours. Juste une idée, et puis ça a fait 5500 tweets de la journée, et puis c'était parti, quoi. Donc c'était au début évidemment c'était un prix très pub. Ouais. Parce que. Mais l'idée de base d'ailleurs, c'était quoi la différence par rapport? C'est juste l'inclusion
des gens qui sont pas dans les 1%. Oh bah c'est un festival à la base c'était un prix publicitaire Ouais. de campagne de pub Mhm. qui était ouvert à tous, donc c'était plutôt pour les étudiants, les jeunes. oui. Ah bah c'est ouvert à D'accord. tous, donc aux étudiants, aux jeunes, aux vieux, à Mme Michu si elle a envie. On paye pas pour s'inscrire. On paye pas du pour tout, du s'inscrire, coup. c'est Ok. complètement gratuit. Donc ça venait, on va dire, Monsieur Dru dirait disrupter un peu une partie de notre écosystème. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment bien marché. Et en fait, au fur et à mesure, et ça rejoint l'introspection que j'ai avec moi-même depuis des années, bah, c'est d'élargir finalement. C'est pas que la pub, c'est à toutes les formes de création. Hein. Donc la première, je crois que la première signature des Chatons d'Or, c'était Avant de rugir, il faut savoir miauler. Ensuite, on a voulu un peu montrer les muscles, donc c'était le festival ouvert aux idées qui font avancer les idées. Ouais. Voilà, donc côté ouvert, les idées, voilà, et vouloir élargir le plus possible. Après, on a voulu institutionnaliser un peu le truc et tout, donc on a trouvé ce nom pompeux qui est Festival de la Nouvelle Économie Créative. Donc ça veut dire quoi ? Bah, c'est-à-dire qu'il y a le mot économique et pas anodin. Tout à l'heure, je parlais du mot, des deux, du sens et de la valeur. Économie créative, c'est-à-dire que c'est des idées, de la création qui est au service de l'économie, de la valeur. C'est plus seulement la pub, on est d'accord. Et donc bien sûr, ça peut être des associations qui s'engagent pour une cause, mais où il y a une idée. Ce qui compte, c'est l'idée. C'est le prisme. Donc ça peut être un artiste. Voilà. Ouais. Cette année, il y a John Hammond qui a gagné. Vous connaissez tous la gueule de John Hammond qui fait en fait une critique de l'art en fait. Donc lui, hein, il y a des films, il y a des campagnes de pub, il y a des assos, il y a des artistes, il y a des trucs assez engagés souvent. C'est toujours gratuit. Et c'est toujours gratuit et c'est toujours ouvert à tous. Mais en élargissant le prisme. Et là, je pense qu'il faudrait que ça devienne un festival d'idées, tout simplement. Voilà, c'est un festival d'idées. Il me semble qu'il y avait des pubs dans le métro. Oui. Cette année. Du coup, quel est l'objectif en fait de ça ? C'est toujours un peu pareil, d'élargir. Ouais. Et vous savez, pour être crédible dans ce milieu fermé qu'est la pub, il faut une portée, j'ai envie de dire, grand public. Ouais. Et le jour où on a mis le pied dans le métro, qu'on a mis les 4x3, et ça, je remercierai toujours Métrobus de nous avoir suivis. Alors, on avait été aussi pas mal en télé et tout ça, mais vraiment, le métro a cristallisé les choses. Et vous savez, je vais vous dire un truc sur aussi, on parle beaucoup de digital et tout ça. Évidemment, on est dans une société qui se digitalise, mais je pense que la force du média traditionnel n'a jamais été aussi importante en fait. Et aujourd'hui, il faut allier les deux. On ne peut pas être exclusif. On le voit, toutes les marques digitales aujourd'hui, uniquement digitales, elles vont faire du offline, elles vont faire entre guillemets du tradi. Il faut faire les deux, il faut allier les deux. Et pourquoi ? Parce que le digital, c'est l'instantanéité et tout ça, mais il ne faut pas oublier que les marques, elles se construisent dans le temps. Elles se construisent avec du temps et elles se construisent aussi avec des histoires qui durent et des idées qui durent. Et si on réfléchit à toutes les marques qui sont dans nos têtes, dans nos cœurs, c'est des marques qui ont su manier parfois le digital, mais aussi des médias traditionnels qui ne sont pas morts, loin de là. Et je pense qu'on a trop opposé les médias traditionnels avec les médias digitaux, alors que non, il faut maîtriser l'entièreté de l'écosystème qu'on a à notre disposition. Et donc j'ai été sur quoi ? Sur le digital. Oui, et donc aller dans le métro a vraiment fait un bond en avant pour les Chatons d'Or, parce que, pareil, une sorte de portée sociétale finalement aussi. Ça a changé l'image. Oui, ça a fait connaître en dehors de la pub, donc ça nous a permis d'être respectés en son sein. Je dis ça, je dis rien. Le chef du jury, le président du jury l'an dernier, cette année, pardon, c'était Stéphane Xiberas. Yes. Est-ce que tu as un président ou présidente du jury idéal, quelqu'un d'inatteignable qui représente pour toi vraiment ce que sont les Chatons ? C'est pas pour... franchement, c'est la première année. On a eu des grands présidents de jury. On a eu Mercedes Serra, on a eu Nicolas Bordas, on a eu Andrea Stilacci, on a eu Gabriel Gauthier. Ces dernières années, que les créatifs. Seguela était avec Frédéric Winkler à l'époque nos premiers présidents de jury.
Stéphane Xiberas a été le plus engagé des présidents de jury des Chatons d'Or. C'était extraordinaire. Il a pris le truc à bras-le-corps. Vraiment. On a senti une passion pour les idées et pour essayer de faire bouger les choses. Donc, voilà. Après, il y avait un truc qu'on avait en tête. On n'a pas réussi à le faire cette année. Peut-être qu'on y arrivera l'année prochaine. C'est d'avoir un double président de jury, en fait. Ça, c'est un peu notre rêve. C'est de dire, ok, tu prends un grand créatif dans la pub parce que c'est d'où on vient et tu prends quelqu'un d'autre. D'ailleurs. C'est ce qu'on a fait cette année. Dans la composition du jury, on a pris 8 directeurs de création et 8 personnes issues d'ailleurs. Mais de la création aussi ? On avait Paul Duhan, qui est un jeune qui a beaucoup fait parler de lui autour de comment on va créer des algorithmes pour essayer de combler le chômage, qui est beaucoup sur les nouvelles technologies au service de la société et des grandes causes. Il y a cette avocate qui avait mis un grand cas, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 70, 75 ans, qui a émis un grand coup de gueule pendant les attentats. Et qui a quelque chose, qui apporte quelque chose à la société. Alors évidemment, il y a toujours la notion d'idée, mais des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, cette année, on l'a fait. 8 directeurs de création et 8 gens d'ailleurs. Voilà. Il y avait un annonceur, il y avait ce mec sur les nouvelles technologies, et pour regarder autre chose, en fait. Et nous ouvrir un petit peu les chakras. Parce que, je crois qu'encore une fois, on est un petit peu trop centré sur nous, et moi le premier. Mitterrand. T'as un aplomb incroyable, j'ai l'impression qu'il t'a permis de faire beaucoup de choses dans ta carrière. Là, on touche à la fin du podcast. Je voulais savoir quels conseils tu pouvais donner aux personnes qui, comme toi, voulaient se lancer dans la pub ou pourquoi pas créer leur propre agence ou autre d'ailleurs. Alors, créer une agence, c'est ce qui est le plus simple et ce qui est le plus difficile. Alors, créer une agence, c'est ce qui est le plus simple. On est un ou deux, un ordinateur, un téléphone, des idées, on va avoir des annonceurs, on peut même aller voir l'épicier du coin et on peut créer une agence. Maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est de la structurer, de la développer, d'exister et d'être reconnu par ses pairs, être appelé par des annonceurs, tout ça. Ça, c'est très complexe parce que les agences, il y en a plein qui se créent, il y en a aussi d'autres qui meurent. Voilà, donc je pense que, je ne sais pas si j'avais un conseil à donner, c'est assez bateau, hein, c'est la curiosité, je pense. C'est essayer de s'ouvrir à d'autres choses, parce que je crois que oui, encore une fois, on est trop centré sur nous, et si on veut apporter quelque chose de nouveau, c'est en élargissant un peu les œillères qu'on a. Moi là je fais un geste qui montre qu'il faut ouvrir le champ, qu'on voit pas trop en podcast, mais c'est ça en fait. Et si tu éveilles ne serait-ce qu'un petit peu ton client, si tu l'amènes quelque part, si tu l'emmènes dans une certaine direction, il te le revaudra et ça marchera en fait. Ça marchera. C'est ce postulat qu'on a eu sur Josiane. C'est pour ça qu'on est une maman. On est une maman pour les marques parce qu'on veut emmener les marques là où elles doivent aller en fait. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous deux et vive la France. Et vive la France. Soyez féconds. Merci à tous. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, c'est que vous avez dû apprécier ce premier épisode de Faudra me passer sur la com. On vous prépare un deuxième épisode qui arrive très très vite. En attendant, rendez-vous sur les plateformes de podcast principales ainsi que sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça nous fait très plaisir et à très bientôt.